Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur Canal Ivoire. Ismaël Sako, homme politique et opposant à la junte malienne, a accordé un entretien exclusif à Canal Ivoire. Au menu, le changement démocratique au pays de la Teranga avec l'élection à la magistrature suprême de M. Diomaye Faye. Dans cet élément, nous parlerons également de la situation au Mali. Normalement, la fin de la transition militaire était prévue pour le 26 mars dernier, mais jusque-là, il n'y a pas encore de chronogramme prévu pour cette élection. Pour Ismaël Sako, il faut que les Maliens et la justice puissent prendre leurs responsabilités afin de mettre fin à ce régime militaire au Mali. Voilà, bonjour à M. Sako. Bonjour. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous avoir pour la deuxième fois sur les antennes de Canal d'Ivoire pour échanger. Comment allez-vous? Je vais très bien, c'est moi qui suis ravi et honoré de votre invitation et de l'intérêt que vous accordez à notre pays, le Mali, membre du Sahel, qui aujourd'hui est dans une tourmente tant sécuritaire, politique et sociale et économique. Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir en tout cas. Alors, la première question, elle va être une question quand même sous-régionale. Il y a un changement à la tête de l'État au niveau du Sénégal, un pays frère au Mali. Alors, je pense que c'est devenu maintenant une tradition pour ce pays depuis le temps de Senghor. Alors, quelle lecture vous faites quand même de ce changement à la tête du Sénégal? Je voudrais d'abord remercier ici l'ensemble de nos téléspectateurs, nos internautes qui vont nous suivre par la suite. Et pour répondre à votre question, je vais tout simplement dire que le Sénégal est la preuve vivante qu'en Afrique, la démocratie n'est pas un luxe, que les Africains sont aussi éveillés et ils s'adaptent aux mécanismes internationaux et peuvent même être champions à la matière. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Nous constatons que le Sénégal donne une leçon de démocratie au monde entier et en Afrique, en particulier dans les pays dits du Sahel, les pays en souffrance du Sahel. Je vais parler du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Depuis Senghor, le Sénégal a donné la preuve que le peuple reste le maître du jeu démocratique et que chaque fois qu'un président déçoit, il n'y a pas de coup de force. L'armée joue son rôle de façon républicaine, de façon professionnelle et reste dans les casernes. Et la population, le peuple se décide et sanctionne. Nous avons vu Ablaye Wade et Ablaye Diouf au ring, aux prises. Et nous avons vu comment Ablaye Wade a finalement triomphé, bien que Ablaye Wade soit connu pour un opposant qui est passé par plusieurs fois à la prison, par la case de la prison, à plusieurs reprises, ministre, ensuite prisonnier et de la prison. Il est redevenu président parce que les Sénégalais ont finalement voté pour son programme de société de changement. Et nous avons récemment vu le président Macky Sall, ancien ministre chargé des questions du pétrole, homme de confiance de Ablaye Wade, membre de son parti, l'homme fort, est finalement évincé par celui-ci. Il se présente aux élections, il prend le risque d'affronter son mentor et à la grande surprise générale, son slogan séduit. Les Sénégalais le portent. Pour la troisième fois, le président en exercice est mis à mal, est mis en minorité. Et récemment, on a vu les soubresauts entre notre frère Sonko de la même génération que nous, qui est légèrement notre cadet, qui est passé par plusieurs fois à la prison, qui a osé dénoncer, qui a osé marcher. Pas plus tard que récemment en juin, juin dernier 2023, les Sénégalais sont sortis pour exprimer leur ras-le-bol, pour exprimer leur solidarité et leur soutien à ce leader Sonko, qui a finalement été renvoyé de l'Assemblée nationale, radié de la liste électorale, mis en prison, malmené et son parti dissous. Il est resté droit dans les bottes. Les Sénégalais ont placé leur confiance en son mouvement et finalement, il a été rejoint par l'ancien président Wade et une forte coalition. Donc, on peut dire que les Sénégalais ont une tradition démocratique. Les Sénégalais ont fait un travail extraordinaire de formation, d'éducation,
politique au peuple sénégalais. Les Sénégalais ont été beaucoup proches, on va dire, de l'Occident, en particulier de la France. Ils se sont beaucoup inspirés. C'est un peu, entre guillemets, les toubabs de la région. Et pour dire on ne calque pas tout ce qui est mauvais des Occidentaux. Les Sénégalais ont su faire la différence en prenant ce qui est positif des Occidentaux et de la France, et puis en faisant en sorte que le turnover politique et démocratique soit une réalité, non pas par les armes, jamais au Sénégal. Et c'est un exemple extraordinaire. Et nous sommes fiers en tant que pays voisin, en tant qu'Africains, que le Sénégal soit à la tête du peloton pour donner cet exemple extraordinaire en Afrique, mais aussi au monde entier. Eh bien, effectivement, mais Diomaye Faye, qui n'était pas vraiment connu sur l'échiquier politique, je veux dire, en dehors, bien sûr, du Sénégal, on parlait beaucoup de Ousmane Sonko, il était en prison, et puis voilà, il décide que Diomaye Faye soit son candidat, et il gagne au premier tour. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu politique qu'on ne voit pas beaucoup en Afrique? Le jeu politique montre déjà que Sonko et Faye ont formé un bon duo. Et Faye a évolué dans l'ombre de Sonko, qui est resté le leader charismatique, incontesté de son parti, mais aussi de l'échiquier politique sénégalais. Sonko, en faisant ce travail, avait son poulain. Et c'est ce qui est le plus important. Sonko n'a pas travaillé et œuvré que pour lui. Il a œuvré pour un changement du système, un changement de leadership, mais un changement de pratique. Et il a un programme de société qui n'est pas le sien, qui est le programme de société de son parti. Alors, du moment qu'il est écarté et que son changement intègre les Sénégalais et la nation entière, donc, il a l'intelligence, et ça, on le lui doit. C'est rare, c'est presque une première en Afrique et même dans le monde, qu'on voit tout de suite un leader écarté et qui pense à un poulain qu'il avait déjà aussi préparé, un poulain qui a fait la prison avec lui, un poulain qui épouse presque les mêmes idées que lui, qui était dans son ombre et qui finalement a accepté d'aller au charbon pour laver l'honneur des Sénégalais qui se sont trouvés à un moment donné bâillonnés, qui étaient épris de justice. Il a voulu être le champion de ces derniers-là. Et il faut reconnaître que Macky Sall, le président sortant, était en grande difficulté dans sa formation politique, avec beaucoup de démissions en cascade, notamment la dame ancienne Premier ministre Aminata et d'autres, qui ont claqué la porte, qui ont formé une autre coalition et qui sont retrouvés autour de Sonko. Donc, ce n'est pas des petites figures, c'est des figures emblématiques, connues, costauds, qui ont aussi une base électorale, qui sont reconnues dans le pays au niveau du Sénégal et sur le plan international, qui ont donné de la voix et qui ont finalement légitimé la candidature de Sonko. Sonko éliminé, donc Faye sort. Et quand il sort, ce n'est pas Faye qu'on a élu. C'est un programme qu'on a élu. Ce n'est pas Faye qu'on a élu. C'est un système qu'on a combattu. Donc, ce n'est pas Faye seulement qu'on a élu. C'est plutôt une sanction, un vote sanction contre ce qui s'est passé, que les Sénégalais n'ont pas voulu. Ils ont préféré un Faye qu'un ancien du système, un Faye qui est jeune, qui est nouveau, qui va aussi montrer ses preuves, faire ses preuves, et qui sera naturellement soutenu par son mentor Ousmane Sonko. Et j'ai espoir, et là c'est un espoir, c'est un souhait, un vœu, que ce duo, ce tandem Faye-Sonko tienne aussi longtemps possible et que Sonko joue un rôle très important. Soit il est nommé à la suite des élections, j'ai espoir, qu'il soit demain le président de l'Assemblée nationale ou alors Premier ministre, et qu'ils portent leur programme et leur projet de société et qu'ils le mettent en œuvre, qu'ils donnent la chance à cette jeunesse africaine de briller, parce que s'ils brillent, c'est la jeunesse qui brille. S'ils échouent, c'est la jeunesse qui aura échoué. Et nous avons espoir qu'ils gagneront parce qu'ils ont la confiance de la jeunesse africaine et la jeunesse sénégalaise en particulier. Et leur élection, l'élection de Faye, donc de ce duo d'un programme sanction, c'est le ras-le-bol des Sénégalais qui ont eu soif à un changement, qui ont aspiré à un changement, et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Donc, le Sénégal a l'avantage que tous les chefs d'État qui sont passés ont tenté de marquer l'histoire. Et le mérite aussi revient à Macky Sall. Il faut reconnaître que Macky Sall n'a pas aussi fait campagne pour son candidat. Son candidat Premier ministre n'avait pas l'étoffe, il n'a pas eu le temps de rentrer en contact avec les Sénégalais, il n'a pas eu le temps de dérouler son programme de société. Et je pense que
Macky Sall n'a pas bien préparé son camp et son candidat. Et on le salue aussi, Macky Sall, parce qu'il a quand même accepté de se plier, ce qui est rare, très rare, qu'un président en exercice qui a le plein pouvoir accepte de se plier à la décision du Conseil constitutionnel. Et Macky donne l'exemple qui n'est pas un dictateur. Il donne l'exemple qui n'est pas au-dessus de la loi du Sénégal. Il a voulu faire un bricolage juridique et la Cour ou le Conseil constitutionnel du Sénégal s'est opposé. Il s'est plié à la décision du Conseil. Il a été débouté. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit, il a été débouté, voilà. Mais c'est à son mérite. Et le grand mérite revient, au peuple sénégalais, mais au Conseil constitutionnel qui n'a pas joué le jeu du pouvoir. Donc, c'est très important que la séparation du pouvoir soit une réalité en Afrique et le Sénégal l'a démontré. Alors, voilà. Donc, la troisième question, c'est qu'au lendemain, bien sûr, de cette brillante élection, vous avez produit une déclaration que vous avez intitulée le dictateur Assimi Goïta est illégal et illégitime de gouverner le Mali. Alors, je pense que c'est peut-être en rapport avec ce qui s'est passé au Sénégal que vous le dites, n'est-ce pas? Non, du tout. Je ne me suis pas inspiré du Sénégal. L'illégalité est liée à la loi du Mali. Je vous rappellerai que lorsque le Mali, sous Assimi Goïta, le putschiste Assimi Goïta devient le mauvais exemple, le mauvais élève qui ne respecte pas son engagement au terme des 18 premiers mois d'une transition qui finalement s'éternise. Il croise le fer avec la CEDEAO, qu'il avait accompagné lors du putsch contre Ibeka, qu'il avait accompagné lors du putsch contre le président Bandao. Double coup d'État, la CEDEAO accompagne le colonel Assimi Goïta et ses compagnons d'armes. Et parce qu'il a pris l'engagement d'honorer un engagement de faire les élections au terme des 18 mois. Il rébellote, il se dédie, il ne respecte pas cet engagement, qu'il déshonore, et finalement la CEDEAO prend des sanctions contre le Mali. Et le peuple malien est sorti, non pas pour soutenir la junte, mais plutôt pour exprimer un ras-le-bol par rapport à des sanctions qui vont, on va dire, affamer et mettre à mal l'économie et les Maliens de façon générale. La junte malienne prend cela comme, on va dire, un bonus, comme un soutien de la population du peuple malien. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Au terme, ils négocient avec la CEDEAO et nous avons tous été témoins que les négociations des équipes du Mali, le ministre des Affaires étrangères du Mali s'est déplacé à plusieurs fois à Accra. Et aussi, on a vu Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO, qui a fait presque toutes les semaines, il était à Bamako, pour rapprocher les points de vue. Et finalement, alhamdoulilah, c'est un chronogramme de 2 ans qui a été proposé. Nous, opposition politique, nous n'étions pas pour. Nous étions pour une prolongation tout au plus de 9 mois, au max 16 mois. On s'est retrouvé à 2 ans de prolongation sur la base d'un chronogramme que le Mali a proposé. Et suite au fait que la CEDEAO ait entériné ce chronogramme, le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, a pris un décret qu'il a signé pour dire que la transition malienne prendra fin le 26 mars 2024. Une fois que le 26 mars 2024 arrive et qu'on a été désagréablement surpris de constater que courant septembre-octobre dernier, 2023, la junte, à travers son ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, annonce le report sine-die des élections présidentielles, léger report, pas plus. La classe politique, à peine 20% hausse le ton. On se rend compte malheureusement que finalement, la junte ne propose pas de calendrier électoral. La date du 26 mars 2024 arrive à échéance. Il y a un vide juridique qui est constaté parce que la junte ne propose pas d'ouverture. Elle ne négocie pas avec la classe politique. Elle ne propose rien. Elle se terre. Elle préfère garder le silence. Elle continue les arrestations arbitraires. À partir de ce moment, on va dire que légalement, la junte, la transition malienne est arrivée à terme. Une fois qu'elle est arrivée à terme, le décret est caduc. Une constitution a été votée en juin dernier, qui ne parle pas de ce cas de figure. Une charte de la transition existe, qui est caduque du moment que 7-8 mois après la mise en œuvre de la Constitution de juin 2023 rentre en vigueur.
la charte devient caduque tacitement. Donc, on est dans un vide juridique. Et nous avons été heureux de constater que l'association des procureurs et des magistrats du Mali, avec à leur tête le chevronné charismatique Mohamed Chérif Koné, ont déposé une plainte, introduit une plainte auprès des institutions judiciaires de notre pays pour constater cette vacance de pouvoir et que la Cour constitutionnelle doit dire le droit et rien que le droit. Et doit s'inspirer du Conseil constitutionnel du Sénégal pour rétablir la vérité et le droit au Mali. Donc, ça n'avait rien à voir avec la situation que les Sénégalais ont vécue, ont fait vibrer l'Afrique positivement. C'est un cas malien, un cas atypique, et ça sort de l'ordinaire. J'ai appelé donc aux Maliens, j'ai appelé les Maliens à constater l'illégalité sur la base des lois de notre pays, mais aussi l'illégitimité d'Assimi Goïta, parce que vous conviendrez avec moi que la légitimité, on l'acquiert par les urnes. Assimi Goïta n'a jamais été élu. Deuxième élément, il s'est appuyé sur la mobilisation de janvier 2022 pour dire que les Maliens sont sortis pour le plébisciter. Mais aujourd'hui, Assimi Goïta est impopulaire. Il est vomi. Il est rejeté des Maliens. Le M5 de Seguel Kokala Maïga est complètement out. Alors, en 3 groupes. Est-ce pour cela que vous avez dit dans votre déclaration, est-ce pour cela que vous avez dit dans votre déclaration que, en corrélation bien sûr avec le cas sénégalais, que le peuple et la justice obligent Macky Sall à organiser les élections? Est-ce que vous êtes en train d'appeler les Maliens à faire autant? Oui, j'ai appelé les Maliens, j'ai même fait mieux que ça. Moi, j'assume mes positions. Un homme politique, ce n'est pas de jouer à la girouette, c'est d'être constant, d'être cohérent et d'avoir des arguments solides et de s'y en tenir. Moi, j'ai dit que j'appelle l'ensemble de la classe politique malienne, des démocrates, des patriotes convaincus, des leaders religieux, y compris les forces de défense et de sécurité de notre Mali, pour se liguer, se donner la main et à l'unisson de porter le Mali au-delà des questions claniques et partisanes, et de faire en sorte qu'on puisse éconduire la junte assimide et mettre en place une transition civile pour sceller, on va dire, l'unité nationale, la réconciliation et aller rapidement vers des élections crédibles, consensuelles et transparentes. Donc, oui, les Sénégalais, à travers le peuple sénégalais qui s'est manifesté, qui a dit non, y compris la classe politique, et nous avons vu un Conseil constitutionnel qui a joué pleinement son rôle. Donc, j'ai fait cette similitude, ce lien. Deuxième élément qui est très important, vous avez remarqué que du 26 mars 2024 au 27 mars jusqu'au 28 mars 2024, la classe politique malienne, pour la première fois en 2 ans, a agi de concert et s'est élevée pour hausser le ton, pour dire haut et fort et constater la vacance de pouvoir. Ça, c'est une première. Que la junte assimide soit désavouée par 80% de la classe politique, y compris de la société civile, malgré les arrestations arbitraires à outrance. Pas plus tard que cette semaine, notre frère et cadet Dr Étienne Fakaba Sissoko a été arrêté, mis en prison pour des broutilles. Donc, on ne peut pas gérer un pays, aller vers un dialogue intermalien tant qu'on continue à être hors la loi. Et c'est pour cela que j'ai appelé les Maliens à jouer pleinement leur rôle de veille citoyenne, leur rôle de contrôle et de garde-fou pour sauver la nation malienne, mais aussi faire en sorte que la démocratie reste le seul outil, la seule alternative pour accéder au pouvoir. On va dire que les démocrates ont... Que pensez-vous de ceux qui pensent que le cas sénégalais est pratiquement différent du cas malien, d'autant plus que le Sénégal n'est pas en proie à une menace djihadiste? Le Sénégal est voisin du Mali. Le Sénégal est voisin de la Mauritanie. Donc, si c'est le cas, le Sénégal n'est pas loin du terrorisme. Il côtoie. Il ne le vit pas comme le Mali le vit. Et c'est l'occasion de m'incliner devant la mémoire de tous ces victimes mortes, civiles et militaires, morts au Mali, morts dans les pays du Sahel pour la liberté et pour la paix. Paix à leurs âmes. Quand on dit cela, on va aussi dire
que si le Sénégal ne vit pas le terrorisme, le Mali, sous Assimi Goïta, n'a pas manqué d'organiser les élections référendaires en juin 2023. Pourtant, en juin 2023, Kidal que vous annoncez n'avait pas été agressé. La population de Kidal n'a pas été agressée. Les Maliens de Kidal n'ont pas été agressés. Kidal n'a pas été violenté et violé par la junte assimite. Kidal avait un gouverneur. Kidal avait un bataillon de l'armée malienne. Ils ont fait les élections, y compris dans certaines localités de Kidal, même si Kidal a boudé à 70%. Donc, s'ils ont été capables d'organiser les élections dans une grande partie du Mali, qu'est-ce qui les empêche d'honorer leur engagement en consultant les partis politiques, la société civile et en convenant ensemble d'un plan de sécurisation et du mode opératoire, donc de tenir les élections à date de façon consensuelle. Qu'est-ce qui les aurait empêchés? Rien, puisqu'ils ont organisé le référendum en juin dernier. Et ils ont aussi organisé leur fameuse assises nationales dites de la refondation en décembre 2021 sur l'ensemble du territoire, y compris dans les communes reculées. Comment ils ont réussi à le faire? Et pourquoi ils l'ont fait, ils ne font pas les élections? Vous avez aussi remarqué que là, actuellement, ils sont en train d'aller vers un dialogue intermalien. Ce dialogue intermalien implique aussi le niveau local. Et pourquoi font-ils un dialogue intermalien en allant à un niveau local et qui refusent d'aller faire des consultations électorales qui sollicitent aussi les Maliens à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur? Vous comprenez que c'est de la poudre aux yeux et que la question sécuritaire, jusqu'ici, ils ne l'ont pas annoncé officiellement que c'est pour des raisons sécuritaires qu'ils ne font pas les élections. Ils ont dit léger report pour des questions techniques. Et la question technique, ils l'ont aussi réglée parce qu'ils ont finalement lui-même, le président de la junte malienne, de la transition malienne, Assimi Goïta, n'a pas eu honte de sortir à la télévision malienne pour dire haut et fort que les données biométriques du Mali étaient prises en otage, d'abord gros mensonge. Et ensuite, qu'il a réussi à craquer, donc à espionner, à récupérer les données de façon illégale. Il montre que c'est un voyou, qui ne respecte pas, qui c'était vraiment un vrai hors-la-loi. Il est sans vergogne. Donc, au regard de tout cela, on comprend que le léger report était uniquement, on va dire, pour endormir les Maliens. Ils ont donc récupéré les données biométriques. Puisqu'ils ont récupéré les données biométriques, puisqu'ils arrivent à faire des consultations locales jusqu'à la base au Mali, alors qu'est-ce qui les empêche ou qu'est-ce qui les empêchait d'honorer l'engagement d'aller aux élections en février dernier et de céder le pouvoir au 26 mars? Rien. D'abord, c'est de la mauvaise volonté. D'accord. Deux, ils veulent garder le pouvoir à vie. On reviendra dessus sur les motifs donnés par le gouvernement malien sur les reports des élections. Mais d'abord, je voulais vous poser une question concernant une déclaration du nouveau président sénégalais avant même son élection. Il a dit ceci, et je cite, je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, les encourager à rester dans ce sillage. J'encourage le président Assimi Goïta. Je m'arrête là. Il est même allé plus loin pour dire que dès qu'il est élu, il va mettre un contingent sénégalais à la disposition d'Assimi Goïta pour le combat contre les terroristes. Votre lecture? Ma lecture, c'est d'abord, est-ce que c'est bien Faye qui l'a dit ou c'est Ousmane Sonko? C'est Faye. Faye l'a dit? Je crois que c'est Ousmane Sonko qui l'a dit. Ça, c'est un. Et ça, c'était avant les élections. Ça, c'était 6 mois. C'était longtemps avant les élections. C'était 6 mois, 7 mois, 8 mois, voire même 1 an avant les élections. Deuxième élément, à l'époque, ils étaient dans l'opposition. Ils étaient à couteau tiré avec Macky Sall, qu'eux-mêmes ils accusaient étant un système pro-français. Aujourd'hui, le même élu, cette fois, ce n'est pas Sonko qui parle. Et même si on prend le cas de Sonko, dans d'autres déclarations, Sonko a bien dit qu'il ne s'agit pas de remplacer un drapeau par un autre drapeau. Il ne s'agit pas de remplacer une puissance étrangère par une autre puissance étrangère. Il faut savoir faire ses choix. Il faut savoir être cohérent et constant. Et ça, c'est Sonko qui le dit aussi. Et citez-le. Deuxième élément, Faye a dit, quand il prend le pouvoir, sa première sortie, sa première déclaration, une fois élu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il respecte tous les engagements avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Effectivement. Conformément à l'intérêt du Sénégal.
Ça, c'est très important. Nous sommes en phase avec cette déclaration. Deuxième élément, il dit, nous restons à la CEDEAO et nous travaillerons à réformer la CEDEAO. Donc, ça balaye d'un revers de la main ce que vous dites, parce qu'il ne soutient pas cette fois Assimi Goïta qui a quitté la CEDEAO. Et mieux, il dit, je vais m'engager à faire en sorte que les pays du Mali, du Niger et du Burkina qui ont quitté la CEDEAO reviennent au sein de la CEDEAO. Donc, tous ceux qui avaient pensé qu'ils allaient peut-être rejoindre l'AES, qui était le système de l'OTAN donc français, probablement s'orienter vers uniquement les pays du BRICS, dont la Russie, il dit non, parce que le Sénégal a une tradition forte. Le Sénégal, c'est les institutions qui sont fortes, ce n'est pas seulement le président. Il sait qu'il est maintenant élu. Il n'est plus seul, il ne parle plus qu'en son nom. Il parle au nom de l'ensemble des Sénégalais et l'ensemble des institutions. Il ne fera pas ce qu'il veut, parce que la justice sénégalaise a montré encore une fois de plus qu'elle peut mettre ou pas le président. C'est le président qui est élu sur la base de la majorité des Sénégalais, et il doit travailler et œuvrer dans l'intérêt des Sénégalais et de la stabilité des Sénégalais. Donc, l'AES n'est pas viable. Le choix de Assimi Goïta est un choix erroné, un choix jusqu'au boutiste pour des intérêts purement personnels, pour se maintenir au pouvoir, et il quitte un ensemble parce qu'il sait que l'ensemble a des règles. Comme c'est un hors-la-loi, il ne veut pas respecter les règles de l'ensemble régional. Et le jeune Faye dit, moi je respecte les règles de l'organisation régionale et je vais m'engager à modifier, à changer et à améliorer le fonctionnement de la CEDEAO, à faire des réformes. Et ces réformes de la CEDEAO sont demandées aujourd'hui par, y compris les chefs d'État membres de la CEDEAO, mais aussi par la population ouest-africaine, et en particulier sa jeunesse. Donc, nous sommes en phase avec ce discours dans l'espoir qu'il soit traduit en actes concrets et en harmonie en maintenant l'équilibre et la stabilité de l'organisation régionale. Donc, il est en porte-à-faux de la logique assimite de l'AES qui sont les États du Sahel en souffrance. Il se démarque et son leadership, il veut l'imprimer. Et nous avons espoir qu'il aura raison en actes, dans les actes qu'il posera. OK. Alors, l'autre question que je voulais vous poser, Monsieur Sako, elle est relative quand même à la situation sécuritaire au niveau du Mali. À vous entendre, c'est totalement le chaos. Pourtant, quand même, enfin, je lis d'abord une de vos déclarations. Depuis 4 ans, le Mali excelle à exporter le désordre, le désarroi et des coups d'État dans le Sahel. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, j'ai dit pendant que la Côte d'Ivoire nous a fait vibrer, voilà, et a montré encore une fois de plus aux yeux du monde entier qu'on peut effectivement réussir une CAN, une organisation footballistique, et donner un exemple extraordinaire. La Côte d'Ivoire a fait rêver le monde entier et l'Afrique. Et aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que la Côte d'Ivoire est même capable d'organiser une Coupe du Monde. Et la Côte d'Ivoire est voisine directe du Mali. Et en même temps, le Sénégal nous donne un bel exemple de démocratie. Et entre-temps, le Mali excelle en disant « moi, je suis roi du désordre ». Je fais des coups d'État, et parce que le Mali, Assimi Goïta, avait à un moment donné rêvé que le Sénégal, Assimi Goïta, ses activistes, ses vidéomans qui s'expriment en leur nom, avaient à un moment donné souhaité que le Sénégal, qu'il y ait un coup d'État au Sénégal, comme ils avaient souhaité qu'en Côte d'Ivoire, il y ait un coup d'État. Donc, c'est un pays avec un chef d'État, surtout un chef d'État, je dis encore une fois de plus, despote, dictateur, inculte, qui a souvent souhaité et qui a travaillé à exporter le désordre, à exporter les coups d'État. Et il entretient tous les putschistes, il les accompagne, il se fait leader des putschistes. Alors que lui-même, il prend une constitution en juin 2023, il interdit les coups d'État. Mais c'est un paradoxe. Et toute personne qui parle des élections de retour à l'ordre constitutionnel normal au Mali, tu es envoyé en prison. Il y a un souci. Non. Je pense que ce n'est pas parce qu'on est fâché contre Assimi Goïta. On est sur des faits. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il a soutenu et encouragé le coup d'État au Burkina Faso? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il a soutenu et encouragé le coup d'État au niveau du Niger? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il a soutenu et encouragé le coup d'État au niveau de la Guinée? Oui. Mais Mamadi Doumbouya s'est démarqué. C'est le seul pays qui a accès à la mer, donc qui aurait pu les aider.
Il s'est démarqué parce qu'il a refusé d'être dans un regroupement de voyous. Des gens qui n'ont pas d'agenda, qui n'ont pas de cap, qui n'ont pas de vision, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Comment vous comprenez qu'Assimi Goïta s'enrichit davantage? Il a un budget qui va dans les 15 à 7 milliards de francs CFA, alors que sous Ibrahim Boubacar, qui est tapé à son âme, ce n'était pas le cas ni sous Ibeka, ni sous Amadou Toumani Touré. Il augmente de façon exponentielle son budget de la présidence, alors que c'est un président qui ne fait pas de mission à l'intérieur du Mali. C'est un président qui peut te faire 2 mois, 3 mois, il ne quitte pas Koulouba pour Bamako. Il est entre Koulouba et Kati pendant 2-3 mois. Que fait-il de son budget? Il a augmenté le budget et de la primature et du Conseil national de transition pour des membres du CNT qui sont censés être, entre guillemets, je mets entre guillemets, députés. Ils ne sont pas députés, ils n'ont pas été élus, mais qui avaient une mission aussi de rendre compte à la population, de les consulter la population, d'échanger, de rendre compte. Cette mission n'a pas lieu. De plus en plus, ils sont pauvres, mais les chefs des institutions s'enrichissent. Donc, vous comprenez qu'ils n'ont pas la vision de développer et le Mali et d'alléger la souffrance des Maliens. Tout pour Assimi Goïta et ses compagnons et rien pour le Mali. Pendant que le Mali se meurt et que la nation malienne est en train de mourir et l'État est en train de disparaître, nous avons le Sénégal qui se développe, qui est chanté et loué, nous avons la Côte d'Ivoire qui émerge. C'est dommage, mais c'est une réalité. Je suis malien, j'aurais voulu le contraire pour mon pays, mais avec la junte assimite, le constat est amer, il est tout autre. Peut-être l'émergence dont vous parlez en Côte d'Ivoire, peut-être si vous étiez en face d'un Ivoirien, c'est sûr que il pourrait dire autre chose. La dernière question que je voulais vous poser, c'est, alors, dites-nous, quel est aujourd'hui le plus important pour le pays de Modibo Keïta, une élection pour passer un territoire dominé par les djihadistes à un civil ou l'éradication de ce phénomène qui prend de plus en plus de proportions? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous voulez me dire que le pays de Modibo Keïta doit rester dans l'anarchie et le chaos? C'est ce que vous souhaitez pour le pays de Modibo Keïta? C'est une question parce que dans tous les cas, si on fait aujourd'hui des élections à l'heure actuelle où on n'a pas encore éradiqué le phénomène du djihadisme et qu'on le donne à un civil, est-ce que ce n'est pas plus dangereux que le pouvoir dans la main des hommes, des professionnels des armes qui savent qu'ils peuvent faire des stratégies pour pouvoir peut-être l'écarter? J'ai apprécié quand vous avez dit les professionnels des armes. Donc, un professionnel des armes doit jouer le rôle des armes, doit rester une armée républicaine, doit être au front, doit mener le combat. On se rappelle qu'Assimi Goïta lui-même était au front. Il avait été fait prisonnier. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a brillé par des résultats au front. Oui, on peut organiser les élections au Mali sur la base d'un plan de sécurisation du territoire, tel qu'ils l'ont fait lors de l'organisation des élections référendaires en juin dernier, et avoir le quitus de l'ensemble de la classe politique et de la société civile. On aurait pu tenir cette élection en février dernier. Il y a eu tout simplement de la mauvaise foi face à l'échec de la transition sous Assimi Goïta, tant sur le plan sécuritaire que politique et économique. C'est pourquoi nous estimons qu'une transition civile sera la bienvenue. Elle est la bienvenue. Elle reste la seule alternative crédible qui permettra de réconcilier les Maliens et de souder le tissu social et d'aller vers des élections transparentes et crédibles dans un délai de 6 à 9 mois. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens n'ont plus confiance en Assimi Goïta, qui est de plus en plus rejeté, vomi, mal aimé, impopulaire. Il y a un grand désamour entre les Maliens et Assimi Goïta, son gouvernement et ses compagnons. Nous estimons que les Maliens qui ont commencé à s'exprimer, pour la première fois, la classe politique à l'unisson a tenu le même discours, a constaté la vacance de pouvoir. Alors que la Constitution autorise les Maliens à aller vers la désobéissance civile, à dénoncer et à récupérer le pouvoir légalement par, on va dire, les mécanismes qui se trouvent au sein de notre Constitution. Alors je souhaite que les Maliens utilisent ces mécanismes, se les approprient, agissent, y compris et les Maliens de tous bords, société civile, hommes politiques, religieux, jeunes, femmes, leaders, y compris les forces de défense et de sécurité qui doivent ensemble agir pour sauver la patrie malienne qui est complètement embourbée et en déliquescence. Enfin, je voudrais remercier l'ensemble des internautes qui nous écoutent et dire encore une fois de plus tout le plaisir qui a été le mien d'être avec vous pour partager ces moments d'échange, de vérité, sans langue de bois
et être aussi cette force de proposition, parce que nous sommes tant au sein de la synergie d'action, tant au niveau de l'appel du 20 février, ou de nos organes politiques et de la société civile, nous sommes une alternative crédible. Crédible parce que nous avons aussi les mains propres. Crédible parce que nous avons des arguments et nous avons un programme pour le Mali. Il ne s'agit pas de mettre un Ismaël Sako ou un Ibrahim à la tête du Mali. Non, mais il s'agit de créer les conditions de stabilité de notre pays. Et c'est pourquoi nous nous battons. Et que les Maliens décideront, dans le cadre de la transition civile, l'homme qu'il faut pour le Mali. Et ceux qui veulent concourir aux élections se prépareront pour les joutes électorales. Et nous avons espoir que nous allons sauver notre pays et le Mali sera un havre de paix. Nous avons espoir que nous allons renouer avec la CEDEAO. Nous avons espoir que le message du jeune président sénégalais sera entendu pour que le Mali revienne au sein de la CEDEAO. Nous avons espoir que le Mali et ses partenaires traditionnels, y compris européens, vont cette relation va se renouer en de bons termes, en des plus belles, mais toujours est-il qu'en changeant de paradigme et en tenant compte de l'intérêt supérieur de nos populations, des deux États ou des peuples. Il s'agit de cela et non pas que de l'intérêt du prince du jour. Et nous avons espoir que la justice malienne saura dire le droit, la vérité et rien que la vérité. Sinon, elle va se discréditer davantage, elle donnera la preuve d'être une justice caporalisée et sous le leadership d'un despote, Assimi Goïta. La justice doit complètement s'en départir et doit complètement être autonome, indépendante et s'émanciper. C'est le vœu que je souhaite. Et enfin, je souhaite un Mali en paix, un Mali stable, une bonne fin de Ramadan et un très bon moment de partage, de convivialité, de pardon et aussi de l'Aïd el-Fitr au sein de la Oumma islamique. Dieu veille sur le Mali et les pays du Sahel. Vive la démocratie, vive la République et vive le Mali. Voilà, amis internautes, merci de nous avoir suivis dans cet entretien. Pour tous ceux qui veulent aussi avoir des entretiens sur nos médias, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse.